La question que l'on va se poser maintenant, c'est si nous trouvons un synchronisme avec l'Égypte, un événement extraordinaire, les 10 plaies, un pharaon unique dans l'histoire de l'Égypte, mais qu'en est-il du mont Sinaï? Parce que ce qui pose problème, c'est que, selon les égyptologues, les archéologues, non seulement nous n'avons pas trace de ce peuple, mais le mont Sinaï reste quelque chose encore de très mystérieux. On se dit, mais non, la localisation actuelle du mont Sinaï ne colle pas. Dans 2 Timothée 3,16, nous pouvons lire que toute écriture est inspirée de Dieu. Rejeter, et j'insiste là-dessus, rejeter l'historicité de l'Exode, c'est rejeter la Bible. Où se trouve le mont Sinaï? J'ai trouvé dans cette revue d'archéologie un dossier très intéressant sur les différentes localisations du mont Sinaï. Et ce qui est très intéressant, c'est que, eh bien, on voit les localisations qui ont été proposées au fil des siècles. Donc, il y en a 3 dans le sud de la péninsule du Sinaï. Puis vous en avez plus au nord. Et puis vous en avez une carrément de l'autre côté du golfe d'Aqaba. Et c'est ça qui est troublant, c'est qu'on voit vraiment toutes les localisations possibles ont été proposées. Mais où se situe le mont Sinaï? Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que aucun juif n'a situé le Sinaï dans le sud de la péninsule au monastère Sainte-Catherine. Aucun juif ne l'a situé là. C'est une localisation qui s'est faite du temps de Constantin ou de la mère de Constantin au IIIe siècle, parce qu'il y avait des mystiques qui se réunissaient à cette période et il devint commun d'associer cette région où les mystiques étaient en extase et donc, il est devenu commun d'associer donc ce lieu donc avec l'expérience donc du peuple juif, le mont Sinaï où Moïse reçut les 10 tables. La Bible nous donne des détails très intéressants pour situer le mont Sinaï, remarquable. Exode chapitre 2 verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Actes, chapitre 7, verset 29, nous dit « À cette parole, Moïse prit la fuite où il alla séjourner, où dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. » Donc cette localisation est très claire. Moïse, lorsqu'il a quitté l'Égypte, est allé se réfugier où? En Madian. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Actes, chapitre 7, verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Ainsi donc, nous pouvons associer sans aucun problème le mont Sinaï avec Horeb, parce que c'est à Horeb que Dieu s'est révélé, comme nous le confirme le chapitre 7 des Actes. Horeb correspond au mont Sinaï. Et Exode, chapitre 2, verset 15, nous dit que l'Éternel dit à Moïse, en Madian, Moïse était donc bien en Madian, et il lui dit, retourne en Égypte. Exode, chapitre 3, verset 12, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Là où était Moïse, à Horeb, au Sinaï, à Madian. La Bible nous dit qu'il y avait 2 routes possibles. Et elle nous mentionne que le peuple hébreu, en quittant l'Égypte, ne prit pas la route du nord parce que c'était la route des Philistins, mais qu'ils empruntèrent la route du sud. En suivant le récit biblique, certains croient que le mont Sinaï se trouve à Madian. Mais existe-t-il d'autres preuves pour appuyer cette théorie? Plusieurs docteurs juifs, certains écrits 600 ans avant les traditions chrétiennes, localisent la montagne de Dieu dans le territoire madianite. En 250 avant Jésus-Christ, un concile de 70 chercheurs traduisit la Bible hébraïque en grec pour la première fois.
Leur tradition du chapitre de l'Exode présupposait que l'emplacement du mont Sinaï se situait dans la péninsule arabique. 300 ans plus tard, le philosophe juif Philon situe la montagne à l'est de la péninsule du Sinaï et au sud de la Palestine. Au même moment, l'apôtre Paul, instruit par le rabbin Gamaliel, localisa également le mont Sinaï en Arabie. Et lorsque Paul et Philon utilisent le terme arabique, ils ne pensaient absolument pas à la péninsule du Sinaï. Encore une fois, je pense que l'on doit absolument insister sur ce point. Au 1er siècle, la terminologie arabique pour les géographes grecs signifiait la péninsule arabique. La définition la plus exacte de la localisation du mont Sinaï est probablement attribuée à l'historien du 1er siècle, Flavius Joseph, qui déclare « C'était la montagne la plus haute près de la ville de Madian ». Peu après, Madian fut localisé de la péninsule arabique par le géographe grec Ptolémée. 1900 ans plus tard, les archéologues découvrent cette ville qui, d'après les sources anciennes, fut autrefois située non loin du mont Sinaï. Les ruines de Madian se trouvent juste à l'extérieur de la ville actuelle de Elbad, près de la côte au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Flavius Joseph et d'autres auteurs de la tradition juive sont plutôt clairs quant à la localisation du mont Sinaï, quelque part dans la région autour de Madian. L'idée que le mont Sinaï ne se trouve pas dans la péninsule du sud du Sinaï est une idée que les scientifiques ont débattue depuis des décennies. Le fait qu'il puisse se trouver au nord-ouest de l'Arabie est de plus en plus répandu. Il y a de plus en plus d'opinions que le mont Sinaï puisse être au nord-ouest de l'Arabie. There's an increasing opinion that Mount Sinai is to be found in northwestern Arabia. Ainsi donc, on sait aujourd'hui où se situe Madian, où Moïse a reçu cette révélation de Dieu avec le buisson ardent, et où le peuple hébreu est allé. Et nous avons le texte de Galates 4,25 qui vient maintenant confirmer cela et qui déclare car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Donc Paul, de son temps, situait le mont Sinaï en Arabie. Ainsi, le peuple hébreu ne suivit pas la route du nord, mais celle du sud. Nous avons localisé le territoire de Madian. Si réellement le mont Sinaï se situe au nord-ouest de l'Arabie, il devrait exister des preuves historiques et une montagne qui répondent à la description spécifique qu'en fait la Bible. À 15 km à l'est de la ville de Al-Bad, en Arabie Saoudite, pourrait se trouver une telle montagne. Elle s'appelle Jebel al-Lawz. J'ai toujours été intéressé par les recherches archéologiques qui pourraient confirmer la véracité du texte biblique. J'ai senti qu'il fallait que je vienne ici en Arabie Saoudite pour le voir moi-même, car je veux pouvoir dire « j'ai vu cet endroit ». En 1966, Viveka Ponten est entrée en Arabie Saoudite avec un permis de séjour. Durant ces années, elle fit plusieurs voyages, les semaines qui suivirent, à Jebel al-Lawz. Cette montagne fut très difficile à trouver et je la cherchais depuis 7 mois lorsque je l'ai découverte la première fois. Nous parcourions le désert à sa recherche. Je fis 5 longs voyages différents pour cela. Lors de sa recherche, Ponten fut confronté à une forte tradition locale, disant que Moïse avait vécu en Arabie. Il semble que ce soit une tradition parmi les autochtones, que cette montagne s'appelle Jebel Moussa.
Il l'appelle ainsi, et beaucoup de lieux portent le nom de Moïse, comme le puits de Moïse et d'autres endroits qui portent le nom de Moïse. Lorsque Viveka Ponten a finalement atteint Jebel al-Lawz, son attention fut attirée par les caractéristiques spécifiques de cette montagne, qui ressemblait à la description biblique. Le sommet le plus proéminent était un pic de plus de 2500 mètres de haut et noirci comme brûlé par les flammes. Et à sa base, un énorme amas de pierres d'au moins 4,50 m de haut, 5 mètres de large. La partie supérieure et plate avait l'air d'avoir été faite de main d'homme. Et sur une de ses faces se trouvaient des pétroglyphes de vaches et de taureaux. Les cornes distinctives sur certaines de ces inscriptions ressemblaient à celles que l'on trouvait sur les images de taureaux sacrés égyptiens. Ces restes pourraient-ils être les ruines d'un hôtel israélite qui fut construit au pied de la montagne sainte? Les recherches plus poussées ne sont possibles aujourd'hui car les lois saoudiennes limitent de beaucoup les recherches menées par les étrangers. Ainsi, nous avons à cet endroit la montagne la plus haute de la région, 2500 mètres. Le sommet est calciné. Nous trouvons des vestiges assez étonnants qui peuvent indiquer que des gens ont vécu là. Et puis, cet amas de pierres, entre guillemets, où on peut trouver des pétroglyphes, donc des restes de vaches, des dessins de vaches égyptiennes. Nous avons donc un point de départ, l'Égypte, un point d'arrivée, Madian, la localisation du mont Sinaï, mais où les Hébreux ont-ils traversé? Psaume 105, versets 39 à 41 nous dit « Il a étendu la nuée pour les protéger et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles et il les a rassasiés du pain du ciel. Il a ouvert le rocher et de l'eau a coulé et elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides. » Et ce qui est très intéressant, c'est que juste au nord du mont Sinaï, nous trouvons ceci. Un rocher complètement fendu en deux et on voit qu'au niveau de ce rocher, il y a des traces d'érosion par l'eau, comme par hasard. Un point de départ, un point d'arrivée. Que nous dit le texte biblique? Le roi Salomon équipa aussi une flotte à Ézion-Guéber, près d'Élat, sur les bords de la mer Rouge, Yam-Souf, au pays d'Édom. Et avec le texte de 1 roi, nous avons une mention particulièrement intéressante parce que le roi Salomon avait mis sa flotte sur le Yam-Souf. Et Moïse, Dieu a ouvert pour Moïse le Yam-Souf. C'est le même endroit, c'est le même terme qui est employé. Alors c'est vrai que souvent on essaye de localiser le Yam-Souf sur les fameux lacs salés, les lacs amers, mais j'ai du mal à imaginer le roi Salomon avoir sa flotte à cet endroit-là sur un lac. Alors c'était des pédalos ou autre, j'ai du mal à voir le roi Salomon mettre sa flotte à cet endroit. Et on nous dit non seulement que c'était sur les bords du Yam-Souf, mais au pays d'Édom. Or, quand on prend une carte, on a aujourd'hui localisé plus ou moins Ézion-Guéber au nord du golfe d'Aqaba, et comme par hasard, ça correspond avec le pays d'Édom. Nous sommes au même endroit. Ainsi donc, les Hébreux auraient traversé le golfe d'Aqaba, mais à quel endroit ont-ils traversé? En traversant le désert durant les heures fraîches de l'aube et de la nuit, les Israélites auraient pu traverser le Sinaï en environ 3 semaines, le temps indiqué par le récit biblique.
Les Écritures impliquent qu'ils avaient une avance significative sur l'armée égyptienne, car plusieurs jours ont passé avant que Pharaon ne décide de ramener Israël en captivité. Puis alors que son armée se préparait à la poursuite, il reçut des nouvelles étonnantes de la traversée de Moïse à travers le désert. Et Dieu dit à Moïse, « Parle aux Israélites, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. » Le Pharaon dit des Israélites, « Ils se sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. » Et nous lisons dans les Écritures qu'ils ont bifurqué. Et ceci peut être interprété de différentes façons. Mais nous comprenons qu'ils ont bifurqué vers le sud. Et Pharaon était alors sur le point de les coincer dans la péninsule. Cette photo satellite montre le changement inattendu du trajet des Israélites. Ils avaient pénétré dans une région remplie de lits de rivières asséchés qui croisaient la route marchande du sud et se dirigeaient dans un chemin sinueux jusqu'à la côte. Et dans ce canyon appelé Wadi Water, Moïse et son peuple marchèrent entourés de murs de rochers de 600 mètres de haut. Une fois que vous pénétrez dans cette vallée, vous ne pouvez ni tourner à droite, ni à gauche. Il y a d'immenses montagnes de chaque côté, donc vous ne pouvez rien faire d'autre que de suivre cette vallée. Vous pouvez voir ces hautes montagnes qui se rapprochent et le chemin qui se réduit, comment dire, qui fait des zigzags entre les montagnes. Après avoir marché près de 30 km à travers la vallée, les Israélites aperçurent la sortie du canyon. Et un obstacle encore plus grand se dressait maintenant devant eux. Soudainement, après une longue marche, une immense étendue s'ouvre sur la mer Rouge. Après la traversée de la vallée Wadi Water, Moïse rassembla son peuple à un endroit appelé Pi-Hahiroth. Alors que son emplacement fait toujours l'objet de controverses, la signification de ce terme hébreu pourrait bien désigner l'emplacement du campement israélite. Car la traduction de Pi-Hahiroth est bouche des gorges, une parfaite description de cette plage, formée de sable, de rochers, lavée à travers le canyon par des pluies saisonnières. Ainsi donc, nous avons également un endroit très intéressant par rapport à cette route qu'ont pu suivre le peuple hébreu. Et ainsi donc, nous avons la fameuse place qui est appelée la plage de Nuweiba Beach, qui est énorme. On peut la voir par satellite de très très haut. C'est énorme et là, vous pouvez mettre largement le peuple hébreu sans problème. Et donc, cela nous donne un élément supplémentaire quant à ce trajet. Sur cette plage, ce qui est très intéressant, c'est maintenant d'étudier les fonds bathymétriques, les fonds marins. Parce que dans la Bible, il nous est dit, on parle de profondeur. Et j'ai du mal à voir, on va le voir juste après, que les eaux salées, les lacs sur lesquels on positionne aujourd'hui la traversée de la mer Rouge correspondent à cela. Si vous avez en termes de profondeur juste quelques mètres. Or, on va voir au travers d'une petite vidéo quels sont ces fonds bathymétriques. Donc on peut voir ici par l'intermédiaire d'une grille de couleurs la profondeur. Et on voit précisément à cet endroit, contrairement à tous les autres endroits, eh bien on a un dénivelé qui est très faible.
It is very deep. It's over 800 meters deep. Et on a à certains It's endroits, 2,900 feet je at the dirais, une deepest profondeur point. très très forte. So if there was a crossing at Nueva, we see a relatively benign Et slope. justement, à Nueva, on a un versus dénivelé some of très the faible. chasm characteristics in other parts of On a the des endroits, je Gulf. crois, un dénivelé And jusqu'à we 1 also km, see 1 km et demi, donc c'est très profond. Mais comme par hasard, à Nueva, on a, vous voyez ici avec la grille de couleur, on a un dénivelé vraiment léger. Lennart Möller est spécialiste, il est chercheur au Karolinska Institute, c'est un institut très très prestigieux en Suède qui délivre d'ailleurs un prix Nobel. Et Lennart Möller est chercheur spécialisé dans son domaine de discipline et il s'est passionné pour la recherche biblique. C'est d'ailleurs à partir du DVD de l'Exode révélé que je tire donc ces séquences vidéo. Et il a également écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle The Exodus Case, le cas de l'Exode. Il a 2 versions de cet ouvrage et il est en train de travailler avec un réalisateur de cinéma à la 2e version du DVD. J'ai vu les bandes annonces, je peux vous dire, c'est à vous couper le souffle. Extraordinaire, incroyable. Il y a encore plus d'éléments et là je ne fais qu'aborder rapidement certaines données pour montrer qu'on trouve. La première fois que j'ai plongé là-bas, bien sûr nous cherchions la présence d'objets éventuels. Et j'ai vu sur certaines photos ce que nous pouvions trouver. J'étais sceptique et enthousiaste, parce que si c'était réellement l'endroit du passage, c'était grandiose. Donc j'étais enthousiaste, mais aussi sceptique parce que 3500 ans, ça fait long. Mais si Nueva est le point de passage, alors on peut bien sûr s'attendre à trouver des restes de l'armée égyptienne. Comme d'autres qui avaient exploré Nueva avant lui, Möller reconnut tout de suite la difficulté de sa recherche. Si nous supposons que des objets sont répandus dans le fond de l'eau, tôt ou tard, du corail a commencé à se former autour. Et bien sûr, si vous avez plusieurs couches de corail qui poussent sur quelque chose, il est très difficile de distinguer la structure initiale. Alors que le corail complique toute recherche ici, il a pu être utile dans la préservation de la forme d'objets anciens. Car le corail est un organisme vivant qui ne pousse pas sur le sable, mais au contraire, il doit s'attacher à un objet solide et il prend parfois la forme de son hôte. Donc par exemple, s'il pousse sur un objet en bois, le bois devrait normalement disparaître dans l'eau de mer après un certain temps. Mais si le corail pousse sur un objet en bois, le corail également prend la forme de l'objet en bois. Puis le corail dissout le support en bois au bout d'un certain temps, mais tout en gardant la forme de l'objet. Pendant ses explorations, Möller observa que le schéma de croissance du corail à Nueva était complètement différent du reste du corail dans le Golfe. Contrairement au corail du nord et du sud d'Aqaba, qui forment souvent de grandes barrières, certains couvrant plusieurs hectares, les formations au large de la plage de Nueva sont généralement plus petites et éparpillées au fil de l'eau au hasard. Des plongeurs familiers de cet endroit ont comparé cette disposition de coraux à une décharge et aux vestiges d'un désastre. Parmi ces étranges formations, beaucoup révèlent des indications de technologie humaine. Lorsque nous plongeons et que nous filmons à Nueva, nous recherchons certaines structures et essayons de trouver des angles à 90 degrés ou des objets circulaires. Nous aimons les structures et c'est ce que nous recherchons lorsque nous plongeons. Il y en a certaines qui ressemblent à des essieux, des moyeux, des roues, et vous vous dites, ce n'est pas une barrière de corail, c'est une poussée de corail sur un objet, et c'est ce qui me paraît différent quand je compare d'autres coraux à d'autres parties du monde. Depuis les premières explorations,
Un type distinctif de formation a souvent été identifié au fond de la mer. Une structure mince, fuselée, qui ressemble à une table, avec du corail à sa base, une partie droite et du corail sur le haut. C'est un angle à 90 degrés, un angle droit entre quelque chose qui ressemble à un axe et la roue. Vous pouvez le voir dans plusieurs variétés et c'est très différent de la croissance normale du corail. Et c'est comme une structure faite de mains d'homme avec une greffe de corail dessus. Alors que la plupart des objets trouvés à Nuweiba sont couverts par du corail, une découverte significative ne l'était pas. Il y a une découverte à Nuweiba qui représente un grand intérêt. C'est une roue recouverte d'or ou d'électrum. C'est un mélange d'argent et d'or et les coraux n'ont pu pousser dessus. Même si c'est resté très bien conservé, cela paraît fragile. Il semble que le contenu en bois était dissous et que ça se casserait si vous essayez de le bouger. Troublant. Donc on voit que de nombreuses découvertes sont venues confirmer non seulement la sortie d'Égypte, cette traversée à travers le Sinaï, la traversée de la mer Rouge, mais également la localisation du mont Sinaï. Nous avons essayé d'aborder au travers de ces deux conférences les dernières découvertes archéologiques en ce qui concerne Joseph et Moïse. Et nous avons pu voir que de nombreuses découvertes viennent nourrir le texte biblique, viennent le rendre plus vivant. Si ces événements ont-ils réellement eu lieu, ce n'est pas à moi de le dire. Avec tous ces arguments, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Mais le plus important, c'est de retenir que dans la parole de Dieu, non seulement il y est fait mention de ces événements, mais l'Exode est considéré comme un événement extraordinaire puisque c'est la libération d'un peuple. Et ce que propose la Bible, c'est la libération de l'individu, c'est d'amener l'être humain à s'affranchir de tout lien, d'être réellement libre et d'être reconnecté avec la personne qui est l'auteur de ce livre extraordinaire. Je vous invite plus que jamais à lire ce livre, à le méditer et à vous en nourrir jour après jour, parce que c'est un ouvrage unique.